RCF. Dans cette émission C'est Mater, on va faire un petit peu de ménage pour mieux travailler. Je suis heureux de retrouver Yoniko Eguini. Après votre livre Zéro Gaspille, vous nous revenez avec un nouveau livre. Il en faut peu pour travailler mieux. Alors, travailler mieux dans les sociétés, c'est ça, dans les entreprises? Racontez-moi un petit peu pourquoi vous avez élaboré ce nouveau livre. Oui, après le gaspillage de nourriture, on passe au gaspillage de temps. Et donc, on est ravis de revenir sur RCF après notre émission Les recettes zéro gaspille. On est content de se retrouver en studio ici. Et c'est vrai que j'ai travaillé dans une douzaine d'entreprises, du poste de stagiaire au poste de manager. Et je me suis rendu compte que j'avais peut-être besoin d'écrire le livre que j'aurais eu envie de lire avant de commencer à travailler. Donc ça part vraiment d'une expérience personnelle au départ. Tout à fait. Et puis, Yoniko et notre maman Marie-Louise ont ajouté une couche philosophique et sociologique pour amener vraiment une réflexion sur le travail et le bonheur en tant que tel. Yoniko est égyptologue, donc effectivement, donc en profondeur. Quelle est votre expérience par rapport à ce livre alors, Yoniko ? L'idée, c'était vraiment d'avoir un livre qui parte du concret, comme l'a expliqué Goni. Ça part d'expériences vécues dans une grande diversité de domaines, puisque les entreprises dans lesquelles tu as travaillé sont vraiment, vont de la pharma à la mode, en passant par les télécoms, la banque, toutes sortes de choses. Et il y a une série de clés qu'on a voulu fournir à ce sujet-là en disant comment ça se fait que autour de nous, on rencontre autant de personnes qui sont soit en épuisement professionnel, soit démotivées par leur emploi, soit complètement dépassées, et ont tout le temps ce sentiment d'être dans une situation où elles sont en réactif. On n'est plus proactif, on est en train de subir son job, on essaie de surnager et on ne trouve plus le sens et la motivation qu'on avait. Vous savez, le premier jour où vous êtes arrivé, vous étiez tellement content que ce soit vous qu'on ait sélectionné pour cet entretien d'embauche, que ce soit vous qui démarriez là. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé en fait entre ce jour-là et aujourd'hui pour avoir de façon structurelle en fait autant de personnes qui sont en errance professionnelle, pour dire de cette façon-là. Et donc, ce qu'on a voulu faire ici, c'est dire, on part de ces expériences concrètes, de tout ce qu'on a pu entendre autour de nous et récolter comme expérience aussi, et on vient réfléchir après structurellement. On lisait avec notre maman Marie-Louise, qui a lu vraiment, c'était une centaine d'ouvrages sur les thèmes du travail et du bonheur, comme l'expliquait Gweni, pour comprendre aussi quelle est la dimension politique qu'il y a là derrière et quel autre monde est-ce qu'on peut rêver pour être à nouveau tous dans un job où on y passe tellement de temps, retrouver de la joie, de la motivation, de l'épanouissement. Alors Gweni, donc ça parle de vos expériences. Une des premières expériences, c'est souvent le débordement dans le travail. On se sent débordé. Et donc quelque part, dans ce débordement, on déborde aussi de choses à faire et on se concentre plus sur ce qu'on doit faire. Et donc du coup, c'est une perte d'énergie aussi énorme. Évidemment. Mais j'ai raconté dans le livre un moment, un vendredi, qui est arrivé dans une des multinationales dans lesquelles j'ai travaillé. L'informaticien en chef est arrivé dans les bureaux et il a crié éteignez tous vos PC, il y a une cyberattaque. Voilà, c'était l'horreur. On a dû tout éteindre en un coup. Et donc, on a eu un peu de la récréation pendant quelques jours, mais c'est vrai que c'était très bizarre de se dire en fait, j'éteins mon PC. Et j'ai plus ce symptôme de dire juste, je vais ouvrir mon laptop et répondre aux mails de mes collègues. On est, comme on disait, hyper réactif. C'est si je ne réponds pas à mes mails, qu'est-ce que je fais en fait de mon travail? C'est de là aussi que vient la réflexion de se dire, est-ce que avoir une approche de slow working, le slow working, c'est vraiment remettre du sens dans son travail en se disant, est-ce que la tâche que j'ai choisi de faire ce matin, déjà, est-ce que j'ai choisi de la faire vraiment? Et est-ce que ça a du sens encore? Et c'est vraiment de remettre en question, finalement, les centaines de tâches qu'on doit faire par jour, toutes ces micro-décisions aussi qu'on doit prendre et de se dire, si on a une vision très claire de ce qu'on veut faire, en fait, on va pouvoir se désencombrer. Alors c'est quand même difficile de retrouver du temps quand aujourd'hui tout va très vite et qu'il faut aller le plus rapidement possible dans une production, et aussi l'effet générationnel. Donc quand on veut remettre des choses en place dans une entreprise aujourd'hui, il y a cette génération-là qui est différente aussi. Il y a les anciens, les boomers encore qui sont encore là, les soixantaires qui sont vraiment à la tête des entreprises. Comment est-ce qu'on allie justement la nouvelle génération avec eux? Comment est-ce que la nouvelle génération apporte quelque chose de concret dans le travail? C'est un des aspects dont on discute aussi dans le livre, donc qui est vraiment structuré en 25 questions différentes pour s'adresser à la fois aux personnes qui démarrent leur carrière, mais aussi à des personnes qu'on appelle seniors ou semi-seniors, et qui sont justement souvent prises par le sentiment d'être dépassées, où on se dit tiens, les jeunes gèrent tellement mieux les outils. Et donc ce qu'on cherche à voir, c'est de quelle façon ces expériences peuvent finalement arriver à se rejoindre pour créer quelque chose de positif. Donc dans l'idée qu'on propose ici,
c'est de se dire, avec le développement, que ce soit de l'intelligence artificielle ou des autres outils numériques dont la puissance est juste ébahissante. Enfin, c'est impressionnant de voir en quelques mois à quel point cette technologie va révolutionner nos vies et clairement le monde du travail aussi. Au-delà du sentiment qu'on peut tous avoir, et là, toute génération confondue, mais en fait, à quoi est-ce que je vais encore servir et comment est-ce que je vais pouvoir trouver ma place là-dedans? Notre postulat, c'est de dire que la compétence clé du 21e siècle, ça va être de poser des questions. Donc, les journalistes ont le plus beau métier du monde. De clarifier les choses, de mettre les choses, voilà. Mais oui, en fait, le tout, ça va être d'apprendre à problématiser. Une fois que vous avez un outil comme une intelligence artificielle derrière laquelle vous vous trouvez, c'est introduire le bon prompt, la bonne demande, ça va faire en sorte que vous puissiez être la personne pertinente dans ce job-là, au-delà d'avoir la compétence pour répondre techniquement. Et donc, pour répondre à la question de, tiens, comment est-ce qu'on fait finalement pour chacun retrouver aussi sa place là-dedans, c'est là que vient jouer toute l'idée de l'expertise des aînés, le regard jeune et frais des nouveaux employés pour regarder ensemble à une même problématique. Mais justement, pour arriver à se mettre ensemble autour de la table et ne pas faire typiquement une réunion où je viens présenter mon point, je viens me mettre en avant, je n'écoute plus quand les autres parlent, parce que c'est à peine une caricature, eh bien, on est là pour dégager ensemble du temps grâce à des outils très pratico-pratiques, que ce soit sur la gestion des emails, la gestion des temps de réunion, etc., qu'on aborde en profondeur dans ce livre, Il en faut peu pour travailler mieux. On va arriver avec cet espace libéré à regarder intelligemment et de façon incisive aux problèmes réels qui se posent à nous. Et donc avoir aussi cette vision proactive qui va faire toute la valeur ajoutée de l'équipe dans une entreprise. Un des travaux aussi, c'est l'intelligence collective. Alors on dit toujours l'intelligence collective, on travaille tous ensemble, on fait la même chose, mais c'est pas tout à fait ça. C'est travailler ensemble, chacun avec ses forces, ses qualités, ses faiblesses, pour justement harmoniser les choses. Mais c'est ce qu'on fait en fait au sein de notre ASBL. On travaille à 4 avec papa et maman. On a créé l'ASBL Nourtantio Projects et on nous demande souvent comment on fait pour créer autant de projets. Donc en une année, on a écrit un livre de 280 pages, on a lancé une application, on a fait un nouveau programme d'activation sociale. Donc on travaille avec des CPS, des personnes souvent en dépression, pour refaire tout un programme holistique pour les remettre sur pied. Et ce qu'on répond, des conférences, oui, c'est ça. Mais je suis la seule personne, moi, Goueni, qui travaille vraiment à temps plein pour la SBL, et nos parents et Yoneko travaillent encore vraiment un travail à temps plein, quand même sur le côté. Dans l'autre vie. Et c'est vrai qu'on s'est mis d'accord, en fait, on a arrêté de travailler sur nos faiblesses. Donc ça, c'était une grande décision qu'on a prise, mais on travaille uniquement sur nos forces, et les faiblesses, en fait, ou bien tout les tâches qui nous rebutent, on va se les refiler entre nous. Donc, par exemple, moi, j'adore faire du graphisme. Yoneko a moins ce talent. N'a pas de talent graphique. N'a pas de talent. Voilà. Donc, par exemple, j'ai pu faire la couverture. Et en fait, là, j'ai carte blanche. Mais c'est pas Yoneko qui va commencer à s'échiner à faire des petits visuels pour les réseaux sociaux, etc. Et ça a été un grand soulagement de se dire c'est OK, de pas être fort en tout. Et on passe trop de temps sur les choses qu'on n'arrive pas à faire. Donc, voilà. C'est une sorte de tremplin. Complètement. Et donc, ce qui est chouette aussi, c'est que dans cette approche-là, en fait, on capitalise sur du positif. Comme le fait de pouvoir se dire, tiens, chaque fois que quelque chose est réussi, ça énergise non seulement la personne, mais toute l'équipe. On capitalise sur les réussites à petite et à grande échelle de chacun. Et donc ça, c'est vraiment créer une spirale positive. Si on en revient à l'environnement, puisqu'on est dans ces matières, quelles sont les choses qu'on peut mettre en place concrètement dans une entreprise ? Parlons un peu des emails. Je ne vais pas demander si dans la salle combien vous avez d'emails qui vous attendent dans votre boîte de réception, ce serait indiscret peut-être. Mais il se trouve que je vois quand même de temps en temps des anciens collègues qui avaient presque 10 000 emails dans leur boîte, ouverts ou non. Il faut savoir que ça pollue énormément. Et donc si on regarde la référence dans le livre, on sait qu'en 2018, en tout cas, il y avait un rapport qui disait qu'on utilise 76 800 fois la capacité de production d'un des réacteurs nucléaires des centrales belges, juste avec notre consommation énergétique des data centers de l'Union européenne. Donc c'est assez gigantesque. Donc en fait, gérer ces mails, les supprimer surtout, c'est un acte écologique. Donc jeter, c'est écologique. Jeter, c'est écologique. C'est bizarre. Mais justement, en parlant d'écologie, moi je suis ici, il y a plein de conduites, des papiers, n'importe quoi. J'essaye de réduire ça aussi, ce qui n'est pas toujours évident pour un journaliste, parce qu'on sur une journée, on a 3, 4, 5 interviews, donc il faut toujours écrire. Moi, ce qu'on a ici, c'est du papier recyclé. On récupère après le recto pour le prendre en brouillon. Donc c'était ma solution, en tout cas, pour éviter de gaspiller trop de papier. Il y a des petites solutions comme ça qu'on peut trouver aussi soi-même. Oui, tout à fait. Et l'idée, c'est de pouvoir se dire, on va proposer tout un set de solutions pratiques différentes aussi, que ce soit pour
penser à tout, ne pas perdre ses notes, etc. Donc ça peut passer par toutes sortes de médiums différents. L'idée, c'est de se dire, je me mets suffisamment en confort, et surtout en termes écologiques. On parlait tout à l'heure de l'exemple des concerts, en disant, tiens, quels sont les gestes qu'on peut faire ? C'est de chasser les éléphants et pas les lapins. C'est cette expression qui consiste à dire, mais pareil dans le travail, en fait, c'est se concentrer sur ce qui est essentiel. Peut-être que les étiquettes sur les pommes, ça fait des déchets. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont avoir un impact plus important. Mais de la même façon, c'est ça qu'on cherche toujours à ramener. C'est ce regard sur quel est l'impact de ce geste-là. Est-ce que, voilà, sur le post-it ici, je pourrais faire un effort, mais en soi, ce qui compte vraiment, c'est de regarder derrière. C'est vrai que souvent en conférence Zéro Gaspi, notamment, on entend souvent des mamans débordées qui nous disent qu'elles ne savent plus par où commencer, que ce soit la mobilité douce ou le zéro déchet ou même le zéro frigo. À un moment donné, il y a eu la mode aussi. On a tellement d'injonctions écologiques et des injonctions au bonheur qui se mêlent entre elles que finalement, on arrive à une forme de... Enfin, oui, les personnes sont débordées, il y a une charge mentale énorme. Et donc, ce qu'on leur dit vraiment, c'est de commencer par le combat qui leur tient le plus à cœur. Qu'est-ce qui m'énerve le plus ? Et c'est là, à ce moment donné, qu'on va pouvoir mettre des priorités dans sa vie. Et c'est sûr que la valorisation des épluchures, c'est peut-être pas le premier geste qu'on doit faire, mais donc c'est de nouveau mettre ses priorités au niveau des causes et donc qui vont pouvoir déterminer aussi ce qu'on a décidé de faire dans sa journée. Et ce qui est particulier par rapport à ça aussi, c'est qu'on parle là de 3e journée, donc on parle pour les femmes de la 2e journée domestique, mais la 3e journée qui est constituée de toutes ces injonctions. En fait, à un moment donné, l'idée c'est de se dire que par rapport à ça, je reprends du pouvoir aussi sur ma vie et j'arrête de me sentir tout le temps dans la culpabilité. Et c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour nous aussi, d'arriver à se dire, je suis pas juste, je ne suis pas en train de subir la situation et c'est ok et je peux me pardonner à moi-même. Et cet aspect de travail émotionnel, en fait, nous semble essentiel aussi pour arriver à avoir un rapport plus sain au travail. Un des chapitres consiste à répondre à la question « Comment dire non ?» Et c'est une question hyper compliquée pour beaucoup de personnes en entreprise. On sait qu'en fait, je ne devrais pas tout à fait accepter, qu'en fait, je me laisse déborder, mais parce que j'arrive pas à dire non. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je veux être une personne aimable, parce que j'ai peur que sinon, je sois déconsidérée, etc. Et donc, aller rechercher derrière toutes ces culpabilités ajoutées les unes aux autres et qu'on a fortement intégrées, va être un outil de libération et de joie dans notre quotidien. Il en faut peu pour travailler mieux. C'est le nouveau livre de Yoneko et de Gwenny. Il en faut peu pour être heureux. Est-ce que vous avez un peu de ça ? Oui, complètement. Mais c'est vraiment l'idée d'avoir le travail et le bonheur réunis. Et donc, c'est un livre que vous retrouvez sur le site coachorganisation.com. C'est à cet endroit-là uniquement qu'il est disponible. Et l'idée, c'est de pouvoir retrouver sur ce site-là aussi toute une série d'autres trucs et astuces. Vous l'avez compris, c'est à la fois concret, à la fois, placé aussi sur le plan psychologique et émotionnel pour aller chercher les choses plus en profondeur. Et puis, c'est une série de réflexions aussi de manière sociétale et structurelle pour dire, tiens, comment est-ce qu'on fait pour avoir tellement plus de bonheur et d'épanouissement dans son travail ? Michel, oui, vous qui avez une expérience en entreprise, comment est-ce que vous voyez justement cette nouvelle façon de voir les choses ? J'aurais bien aimé être là et que ça soit concrétisé, quoi, en fait, parce que bon, moi je viens quand même du milieu financier. Au début de ton interview, en fait, eh bien, moi j'ai fait 2 burn-out, quoi, en fait, à cause de ça, d'avoir été submergé par tout le boulot et puis à un moment donné de faire machine arrière et de retourner chez soi à la maison parce que plus incapable de prendre l'ascenseur et de travailler, quoi. Donc, mais je suis l'ancienne génération parce que façon de dire non et tout ça, c'est pas dans mes gènes par rapport à ça. Donc, c'est eux, cette nouvelle génération. Comme je dis souvent au niveau de la défense de la nature, c'est ces gens-là, c'est cette génération-là qui doivent changer les choses. Moi, je suis trop vieux. Chacun à son niveau, hein, comme le colibri. Moi, j'avais envie de réagir par rapport à... Enfin, je suis vraiment très en phase avec ce que vous dites et aussi par rapport à cette idée de dire non et de se débarrasser de la culpabilité. Alors, pour moi, c'est vraiment important quand on dit non de savoir à quoi on dit oui, en fait. Et alors là, ça rejoint vraiment l'idée de faire les choses en pleine conscience. Et voilà. Oui, vraiment tout à fait d'accord avec ça. Et je suis très touchée par ce témoignage du fait des épuisements et à quel point en fait c'est l'ambiance générale du travail que l'on s'impose mutuellement, puisque bon, on est le pollueur de la boîte mail des autres aussi. Comment est-ce qu'on peut faire pour chacun à notre niveau d'abord arriver à mettre le stop pour se dire je prends d'abord soin de moi, et je pense qu'il y a cette idée de priorisation aussi qui est à dire si je ne prends pas du temps pour mon bien-être,
je vais être forcée à un moment donné de prendre du temps pour me soigner. Et donc, c'est pour ça que j'ai tendance à dire, moi, je préfère aller au spa que chez l'ostéopathe. C'est juste une image de dire, tiens, on veut aussi dans cette approche asiatique, en fait, du minimaliste qui est fort dans la prévention, enfin, avoir quelque chose qui dit, on n'est pas là pour gérer uniquement les conséquences de ces actions, donc on va essayer d'avoir comme un fleuve qu'on dévie un tout petit peu en amont plutôt que des kilomètres en aval, commencer à se débattre et dépenser alors beaucoup plus d'énergie. Et donc, on parle d'approche asiatique parce que c'est vraiment quelque chose d'assez caractéristique. Tu te souviens, Goni, pour cette histoire de crème hydratante Oui, donc, quand Yoneko habitait à Singapour, nos tantes la retenaient en criant « Mais ne sors pas comme ça !» Et cette allière, mais non, mais tu dois mettre de la crème hydratante avant de sortir. Et leur constat, c'était de dire, mais vous, les Occidentaux, vous mettez de la crème anti-rides. Mais c'est trop tard. Il faut pas faire ça à ce moment-là. Il faut mettre les choses en amont. Et c'est juste de dire, tiens, c'était symptomatique de la façon très asiatique de voir même la médecine en disant, nous, on est là pour combattre la maladie. Eux sont là pour préserver la santé. Et c'est cette perspective-là qu'on veut apporter en entreprise en se disant, il y a tellement à gagner à faire les choses juste plus en douceur, en amont, en ayant cette vision minimaliste et préventive. Mais j'ai envie de ricocher sur quelque chose par rapport à ma propre expérience professionnelle au monde académique essentiellement. Et je me disais, bon, c'est sûr qu'une chose, c'est parce que vous aviez à un moment mentionné donc des choses plus brèves comme ça, afin de produire, mais je ne sais plus dans quel cadre vous aviez dit ça, mais et ça me fait penser. Oui, alors une économie, effectivement, de temps, de moyens, peut-être qu'effectivement l'impact sera meilleur au niveau environnemental, mais au niveau bien-être personnel, aujourd'hui, c'est devenu tellement mainstream, enfin, quand vous mentionnez votre livre aussi de questions et tout ça, dans le monde académique, entre autres, et scientifique, on participe à des conférences. Ah oui, mais économie de moyens, 5 minutes, 10 minutes de temps de parole, et puis c'est fini. Et je dis, ça, en fait, si ça a un impact effectivement sur un certain niveau peut-être, je trouve qu'au niveau de l'impact personnel, c'est dévastateur parce que ça crée un stress et de devoir toujours se conformer comme ça à une contrainte qui est hyper restrictive. Et finalement, on n'a plus le temps de rentrer dans la profondeur des choses, dans les nuances, dans les 1000 subtilités qu'on aurait envie de développer pour les autres et même pour soi. Et je trouve qu'il y a une perte de sens profonde à ce moment-là. Et donc, je trouve que c'est ça aussi le challenge, quoi. Je veux dire, dans le fait de produire, on va dire, économiquement, je sais pas comment on dit, environnementalement économique, enfin, je sais pas quoi. Et en même temps, rencontrer aussi ses besoins, son bien-être, sa quête de sens. Une des images qu'on mobilise dans le livre, c'est celle des bambous, pour décrire la façon dont ils poussent. C'est à ça que ça me fait penser, en vous écoutant en tout cas, dans l'importance du fait que si les bambous peuvent pousser aussi haut que ça, c'est pour 3 raisons. C'est d'abord parce qu'ils font des racines profondes, très profondes avant de commencer à s'élever. Ensuite, qu'ils poussent très drus les uns à côté des autres. Et enfin, que leur tige est constituée de vide. Et c'est le vide, c'est le creux qu'il y a au milieu de ces bambous qui fait qu'ils vont, comme pour les roseaux, n'est-ce pas, arriver à s'adapter aux bourrasques, au vent, etc. Et parfois, que ce soit dans le monde académique ou en entreprise ailleurs, c'est la place au vide qu'on n'arrive plus à donner. Et donc en disant, voilà, on a 5 minutes et puis 30 secondes de pause et puis 5 minutes, etc. Alors qu'en réalité, on le sait aussi pour les processus créatifs, ce n'est pas au moment où on fait que réellement le coup de génie se passe, c'est au moment où il se passe a priori rien, qu'on laisse décanter les choses, que les idées vont se créer, les connexions vont se faire. Et à ce niveau-là aussi, un élément qui était soulevé par Stéphane tout à l'heure, c'est pour nous le côté relationnel, parce que c'était sur l'intergénérationnel que la discussion était évoquée, mais c'est une des clés qu'on reprend dans ce livre aussi, c'est arrêter de penser qu'on est le plus productif quand on est devant son PC occupé à travailler. En fait, c'est soit dans le moment où on prend du recul et du vide par rapport à la situation, soit encore plus dans les moments d'interaction humaine. Pour nous, c'est ce qu'on a tendance à dire, c'est le networking, c'est nos pics de productivité. Parce que c'est là que les idées nouvelles vont se créer, qu'on comprend des connexions en disant « Ah, mais en fait, le fait de discuter de mon problème avec tel collègue ou avec tel département dont je ne connaissais même pas l'existence va venir solutionner les choses. » Et donc, justement, c'est notre proposition, c'est de renverser les autoroutes, les automatismes qu'on avait en se disant « Bien sûr, et si on travaille beaucoup d'heures, on va être plus productif. » Ben non, en fait, les chiffres montrent l'inverse. Plus on travaille d'heures, moins on est productif en ratio.
Et donc, non, remettre du temps pour ce vide, remettre du temps pour ce dru, en disant c'est ça les uns à côté des autres, et aller puiser plus profondément. Là, on parlait de ce background en égyptologie que j'avais aussi. Dans le livre, je viens donner tous ces exemples en disant, tiens, mais si on regardait en Perse ancienne comment ils faisaient pour organiser les réunions, il y a peut-être de quoi s'inspirer et d'autres mondes sont possibles. En impro, c'est pareil. Hein. Quand on fait une improvisation, il y a tout le caucus qui est là. Et l'improvisation commence une fois que toutes les idées qu'on nous a données sont parties. Quand on se lâche vraiment dans le vide, c'est là que l'improvisation commence. Et c'est là que les idées arrivent. C'est magique. C'est magique, ouais. Et ben voilà, ainsi se termine cette émission ce matin bien dense. Je vous rappelle qu'il y a le podcast qu'on peut retrouver sur la page Facebook et sur le site de RCF où vous retrouverez l'émission en complète. Merci à tous d'être venus. On va se dire au revoir comme ça, un grand au revoir tous ensemble aujourd'hui parce qu'il y avait Audrey, il y avait Michel, il y avait Valérie, il y avait Anne et Johan, Yoniko et Gwenny. Au revoir tout le monde. Et voilà. Au revoir. Merci beaucoup.